Bonjour, je suis ravie d'être devant vous aujourd'hui. Vous m'entendez bien là, comme ça? Super. Encore plus proche. Là, c'est bon? Je suis ravie d'être devant vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me passionne, qui est mon sujet de thèse, c'est celui de l'interaction homme-machine. Alors tout de suite, vous pouvez vous dire, oula, l'interaction homme-machine, on va parler d'algorithmes, de machine learning, je ne vais plus rien suivre. Et en fait, pas du tout. Parce qu'on va commencer par une petite question vraiment toute simple, à laquelle tout le monde va pouvoir répondre. Ne tremblez pas en vous disant « je vais me cacher derrière le banc ». Est-ce que l'un de vous a déjà insulté son ordinateur? Ou juste l'imprimante au moment où elle vous abandonnait, lâchement, pile au moment où vous en aviez besoin? Ou tout simplement murmurer des mots doux à votre voiture? « Allez, Titine, démarre, démarre, c'est le moment ». Déjà, c'est de l'interaction homme-machine. Et avoir vos sourires, je pense que je ne suis pas la seule à avoir été dans ce genre de situation. Donc on parle régulièrement à nos objets, à ce qui nous entoure. Sauf que depuis peu de temps, ces objets nous répondent, ou du moins certains d'entre eux. Et ça, on n'était pas habitués. Quand on insulte un objet, on ne s'attendait pas à ce qu'ils nous disent « s'il te plaît, je n'ai pas mérité ça ». Donc maintenant, c'est le cas. Et nos smartphones, en particulier, sont souvent équipés de ce qu'on appelle des assistants personnels numériques. C'est ces petits génies qui vivent à l'intérieur du smartphone. Et en fait, ces objets qui vont parler à voix haute, nous répondre, c'est précisément mon sujet de thèse. J'ai décidé de m'y intéresser quand ils ont lancé ce qu'on appelle la commande vocale à distance. Quand on a commencé à dire « dis Siri » à notre iPhone au lieu d'appuyer sur le bouton « on » ou encore « Hello Galaxy » ou ce genre de choses. Et surtout quand les utilisateurs ont reçu comme consigne le seul mode d'emploi pour se servir de ces assistants, c'était « adressez-vous à Siri comme à une vraie personne ». Voilà, pas d'autre mode d'emploi. Parlez à votre téléphone comme à une personne. Alors là, ça pose une question qui avait déjà été énoncée par un psychologue, Yannick Vamin, qui disait « Est-ce que notre perception d'un objet dépend de notre façon d'interagir avec celui-ci » Alors si la réponse est oui, je pense qu'on commence à avoir un petit souci, parce qu'on va commencer à parler à nos objets comme à des personnes. Et ça, c'est d'autant moins anodin dans le cas des assistants personnels, parce qu'il n'y a aucune apparence humaine. Il n'y a pas d'anthropomorphisation, l'apparence est celle d'un téléphone. Et alors, s'il y a un lien qui se développe, une relation quelconque, ça va être uniquement à travers le langage, à travers les mots choisis. Et alors, on peut se demander, mais comment est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe au niveau du langage pour que les concepteurs arrivent à faire croire, ne serait-ce qu'une microseconde, à cette affirmation de l'assistant personnel numérique Siri, quand il dit « Je ne sais pas ce que vous avez entendu, mais les assistants personnels aussi ont des sentiments ». Alors évidemment, c'est faux, c'est un énorme bluff, c'est une supercherie, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est d'aller soulever le voile, d'aller voir derrière le rideau, qu'est-ce qui se passe. Et derrière le rideau, en fait, c'est exactement comme au théâtre, on a un souffleur, on a un dialoguiste qui est là uniquement pour souffler des traits d'esprit à l'intelligence artificielle. C'est un peu Cyrano qui va souffler des mots doux à Christian pour qu'il séduise Roxane. Et là, en l'occurrence, Roxane, c'est vous. Vous êtes la personne à séduire. Et en fait, ils sont toute une armée qu'on ne soupçonne pas derrière, ou par exemple, pour l'assistant de Microsoft, ils ne sont pas moins de 22 à concevoir la personnalité linguistique de l'assistant. 22 à construire une trame d'interaction pour déterminer quelle va être la place de l'hésitation, quelle va être la place du rire, du relationnel. Ils vont construire toute cette trame pour humaniser l'assistant en face de vous. Sauf qu'une fois qu'on a humanisé un robot, il va falloir assumer. Parce qu'en face, on a des utilisateurs, un brin joueur, provoquant, qui vont vouloir tester la machine. Et il faut être prêt à répondre. Il faut être prêt à répondre à toutes les questions, aux insultes comme aux requêtes un peu plus affectives. Qu'est-ce qu'on va répondre à « je t'aime » ? Qu'est-ce qu'on va répondre à « comment lui dire que je l'aime » ? Ou encore à « je suis triste, je me sens seule ce soir ». Et là, vous avez établi un lien d'ordre affectif avec une personne et vous allez devoir assumer, vous positionner. Comment est-ce que je réponds à ça? Alors, ce qui est intéressant, c'est que selon les entreprises, le positionnement est très différent. Et c'est aussi ce que j'étudie dans le cadre de ma thèse. Certaines vont décider de répondre à « je t'aime » par
Je vous remercie pour votre intérêt, pour mon intelligence, mais n'oubliez pas qu'elle n'est qu'artificielle. Et puis, il y en a d'autres qui vont y aller franco et dire « Merci, moi aussi je t'aime ». C'est vraiment la plus belle chose que j'ai entendue de ma vie. Et là, on commence aussi à avoir un souci. Parce qu'avec les mots qu'on choisit, on va devoir déterminer la place qu'aura l'objet dans notre société. Qu'est-ce qu'on veut lui donner comme place exactement? Et la grande question, c'est quels mots on va choisir, comment on va répondre. Mais après, il faut prendre du recul même par rapport à toutes ces réponses au « je t'aime » qui peuvent être des « moi aussi, je t'aime », parce que ce qui est important, c'est de prendre, oui, du recul et de se dire, bon, l'utilisateur n'est pas totalement naïf, quand un téléphone lui dit « je t'aime », il ne va pas le croire. N'empêche qu'il lui parle. Alors pourquoi est-ce qu'on parle à un téléphone? Qu'est-ce qu'on va rechercher? Une des hypothèses, c'est est-ce qu'on ne parlerait pas finalement à la machine aussi parce qu'on l'apprécie en tant que telle, parce qu'elle a une logique computationnelle, parce qu'elle est froide, parce qu'elle bug? J'ai deux exemples en tête en disant ça, et je vais finir par ces deux exemples. C'est par exemple, du coup, le petit garçon autiste, dont l'histoire avait été contée dans le New York Times, où il racontait comment ce petit garçon était devenu meilleur ami avec Siri, justement parce qu'elle ne le grondait pas quand il posait 36 fois de suite la même question. Il n'avait aucun mal à décrypter ses émotions. C'était un interlocuteur facile pour lui. J'ai une autre anecdote en tête, c'est le soir des attentats du 13 novembre. Il y a eu un pic d'utilisateurs qui a demandé à un assistant « Qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi qu'est-ce qui se passe, parce que je ne comprends pas. » Et là, on a un autre rapport à la machine qui est peut-être celui de ne pas rechercher de l'humain, mais justement un regard machinique face à quelque chose qui nous semble inhumain, chercher une explication qui serait autre. Et c'est prendre en compte ce rapport à la machine qui est important aussi d'un point de vue éthique dans ma recherche, de lever le voile sur ce qui n'est qu'une fausse simulation de l'humain, tout en prenant en compte ce que peuvent chercher des utilisateurs. Et la dernière démarche éthique serait sans doute d'interroger jusqu'au titre de ma présentation. En tant que chercheuse, est-ce que je valide les termes interaction homme-machine, robot affectif? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que je veux leur donner une place dans notre société, dans la recherche? Et voilà, ce sont des questions que je me pose au quotidien depuis plus de 3 ans dans le cadre de ma thèse. Et j'étais heureuse de les partager avec vous aujourd'hui. Donc merci.